Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence. On va parler de qualité dans les 45 minutes qui viennent. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, c'est Julien Jakubowski. Mon métier, c'est consultant codeur. C'est pas incompatible en fait, consultant et codeur. J'en suis la preuve vivante. Je travaille chez Octo Technologies, notamment sur notre partie qui est basée dans le Nord, donc à Lille. Donc je viens de Lille. Mon Twitter, c'est JAK78. Mon kiff, c'est d'aider des équipes à faire de la meilleure qualité, en fait. C'est d'aider des entreprises, des organisations, des équipes, à ce que, dans leur façon de travailler, de la meilleure qualité de code sorte. C'est mon boulot et je kiffe ça vachement. Donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Culture Code. Je suis co-auteur d'un bouquin qui s'appelle Culture Code, que vous pouvez télécharger sur le site d'octo.com. Sinon, je suis de Lille et j'ai cofondé le Stijug, le Java User Group de Lille. On voit qu'il y a un roux en jug, c'est un Stijug, depuis 2009. Et je participe à l'association Nord Agile. L'association Nord Agile, c'est une association qui organise pas mal de choses sur le sujet de l'agilité à Lille, et notamment l'Agile Tour Lille, qui est un cycle de conférences qui a lieu sur 2 jours, une fois par an. Alors, c'est quoi ma conférence? De quoi je vais parler? Imaginez, vous êtes développeur, vous arrivez dans une équipe, vous êtes peut-être déjà dans cette équipe-là, et cette équipe, elle fait du code que vous trouvez pourri, que vous trouvez pourri. Elle fait ce que vous pensez être de la mauvaise qualité. Elle ne travaille pas du tout comme ce que vous imagineriez qu'elle devrait travailler. Vous avez l'habitude de peut-être faire des tests automatisés, eux ils n'en font pas. Vous avez peut-être l'habitude de travailler avec, je ne sais pas, Git ou des choses comme ça. Eux n'en font pas. Et ça vous pose problème. Voilà. Et vous n'êtes pas le boss de cette équipe-là. Vous êtes développeur dans l'équipe, mais vous n'êtes pas leur boss. Et donc l'idée, c'est que vous avez envie d'amener l'équipe vers une meilleure qualité. Comment vous faites? C'est quoi vos trucs et astuces? Comment vous y prenez? Moi, j'étais dans cette situation pas mal de fois et j'ai appris des trucs. Il y a des trucs qui ont marché pour moi et des trucs qui n'ont pas marché. Et donc, je comptais vous les présenter ici, voir comment moi j'ai réussi à faire. Les trucs qui n'ont pas bien marché non plus, sans prétention, c'est juste un retour d'expérience. Je ne suis pas magicien, mais voilà, je vous partage mon expérience là-dessus. Donc effectivement, je ne suis pas magicien, c'est seulement mon vécu. Donc c'est des choses qui vont être à adapter en fonction de votre vécu. Les trucs que je vais vous présenter, ça ne va pas se passer comme ce que vous imagineriez dans vos équipes. Donc à vous de l'adapter en fonction du contexte que vous avez chez vous. Je ne suis pas magicien, j'ai dit au moins 3 fois. J'ai testé ça dans certains contextes et pas d'autres. J'ai testé ça dans des équipes de moins de 10 personnes, des équipes qui étaient colocalisées, tout le monde était à peu près dans le même bureau. Ce que j'ai présenté, je ne dis pas que ça ne marche pas dans un autre contexte, ça marche peut-être, probablement, pour des équipes plus grosses ou à d'autres endroits, mais je n'ai pas testé. Ce n'est pas mon retour d'expérience. Il faut qu'un minimum, l'équipe souffre un peu de la non-qualité. Il faut qu'elle soit soucieuse quand même de vouloir mieux faire un minimum et que la qualité soit un minimum importante pour elle. Et je n'ai pas testé avec ce que j'appelle un manager, alors j'ai mis longtemps avant de trouver ce mot, un manager intrusif. C'est plutôt sympa comme mot. C'est un manager qui va vous dire, dans votre équipe, dans cette équipe-là, il est interdit de faire des tests. C'est une perte de temps. Ou alors, true story, hein. Ou alors, dans cette équipe, il est interdit de revoir le code de son voisin. Ça coûte trop cher, on n'a pas que ça à faire, il faut qu'on livre. Bon. Si vous avez un manager comme ça, mes trucs là, ils ne vont pas marcher. Vous avez un problème plus gros. Alors une solution, ça peut être de changer de boîte. C'est une solution. Il y a d'autres solutions, mais c'est clairement pas le sujet de ce talk. Ok ? Là, il s'agit d'amener les développeurs vers la qualité, pas forcément un manager qui ferait du blocage. On y va ? Alors comme ça, vous voulez changer les choses. Vous pensez que cette équipe dans laquelle vous arrivez, que vous êtes peut-être déjà, elle est même pas fichue de faire des tests automatisés, alors que c'est quand même la base. Hein. Elle fait des méthodes de 1000 lignes de code, c'est vraiment pourri. Moi, j'arrive avec mes façons de travailler, elles sont forcément meilleures que l'équipe, non? Vous ne trouvez pas, hein? Vous la sentez arriver là, à la condescendance. Alors, attention à cette posture-là quand vous arrivez dans une équipe. J'ai volontairement forcé le trait, mais en fait, c'est vite arrivé. Okay, vous avez un petit peu plus d'expérience, vous arrivez dans une équipe qui a du vécu, vous arrivez dans une équipe qui a vécu des choses que vous n'avez pas vécues. Attention à la condescendance, essayez bien d'adopter la bonne posture. J'ai été condescendant, j'avoue.
Je suis peut-être encore un peu, en tout cas je me soigne. Donc attention à ça. La posture à avoir pour amener une équipe vers le changement, c'est certainement pas celle-là, c'est la posture inverse. La posture inverse, c'est une posture d'humilité. Vous allez vraiment être au service de l'équipe. Okay ? Ce qui est important, c'est que l'équipe et vous avez les mêmes objectifs. Vous voulez tous, ensemble, changer la qualité. Vous n'allez pas vous positionner en posture haute avec voilà comment est-ce qu'on va travailler, mais en posture basse, à l'écoute de l'équipe, à l'écoute des problèmes, et vous allez proposer des solutions au fur et à mesure. De façon douce et dans la bienveillance et dans l'écoute. Et pour ça, il faut bien connaître ce que l'équipe veut améliorer. Quand vous arrivez dans une équipe, vous ne savez pas forcément de façon précise quels sont les vrais problèmes de l'équipe. Donc vous pensez que l'équipe peut améliorer la qualité de ce qu'elle fait, très bien, mais à quoi est-ce qu'on reconnaît une qualité de code insuffisante ? Est-ce que vous pourriez me dire 2 ou 3... C'est quoi vos idées là ? À quoi vous reconnaissez du code de qualité insuffisante ? Il n'est pas documenté, ok, c'est une possibilité. Si on lit et qu'on ne comprend pas, si tu le lis et que tu ne le comprends pas plutôt. Ok, d'accord ? Ouais, ok, intéressant. Sinon évolutif, ok. Beaucoup de bugs, ouais, c'est intéressant aussi ça. Ouais. Alors, on a quand même pas mal d'éléments différents qui émergent ici. Moi, souvent, ce qui émerge quand je fais ce test-là dans des salles de conf, c'est on a du code qui est pas beau, qui est pas clean, mais en fait, personne n'a la même définition de ce que c'est que du code beau ou du code clean. C'est pas très objectif. Ça met personne d'accord, en fait. Personne n'a les mêmes standards. Ou alors, c'est du code qui est testé ou bien qui n'est pas testé, ou c'est du code qui a une couverture de test, voilà, un coverage inférieur à 80%, c'est censé être du code de mauvaise qualité. Enfin, voilà, il y a plein de définitions différentes, c'est pas forcément les miennes d'ailleurs. Et en fait, le truc, c'est que personne ne va être d'accord avec ça. En tout cas, probablement que l'équipe dans laquelle vous êtes ne sera pas forcément d'accord avec votre perception à vous de ce qui est du code de qualité. Donc pour avoir une base de travail, il faut partir, à mon avis, c'est ce qui a marché en tout cas pour moi, il faut partir de ce qui met tout le monde d'accord. Qu'est-ce qui met tout le monde d'accord ? C'est les impacts de la non-qualité. C'est ce que tout le monde voit de façon très objective dans une équipe. C'est quoi les impacts de la non-qualité ? On a quelques-uns. Une non-qualité, du code de mauvaise qualité, ça donne par exemple un time to market plus long. Donc vous allez mettre du temps à faire évoluer le code. Vous allez mettre du temps à le faire changer parce que vous allez perdre du temps à corriger des bugs, parce que vous allez perdre du temps à essayer de lire le code. Ou alors des indisponibilités accrues de votre application, voilà, ça crache, on ne sait pas trop pourquoi. Ou alors un désengagement aussi des développeurs. Dans les sociétés de services, on a souvent une vingtaine de % de turnover, voire plus. On a tous dans nos sociétés parfois le projet sur lequel personne ne veut aller, le projet dont tout le monde se barre. En général, c'est du code, qui n'a pas ça dans sa boîte ? En général, c'est du code de mauvaise qualité, pas que, mais c'est souvent lié à du code de mauvaise qualité qui est derrière. Donc voilà à quoi on reconnaît les impacts de la non-qualité, c'est très objectif et c'est ce qui met tout le monde d'accord. Alors ça, ce monsieur, c'est Lord Kelvin. Lord Kelvin a dit, si vous ne savez pas mesurer quelque chose, vous ne savez pas l'améliorer. Si vous avez envie d'améliorer la qualité, ma conviction, c'est qu'il faut être en mesure d'abord de la mesurer. Comment je mesure la qualité ? Par ses impacts. Je n'ai pas forcément un sonar qui va me sortir une note ABCD sur le code. Pour moi, ce n'est pas vraiment une mesure de qualité. Même si cet outil a cette prétention-là. C'est le nombre d'anomalies par fonctionnalité, par fonctionnalité ou par user story. Ça, c'est une mesure qui est déjà assez intéressante. Cette mesure-là, elle va vous permettre d'être assez objective. Vous allez mesurer les bugs. Okay ? Ou alors le nombre d'anomalies que vous pouvez détecter avant une mise en prod ou avant une livraison. Ça, c'est une mesure intéressante aussi. Ce n'est pas une mesure de qualité, mais c'est une mesure de la capacité qu'a l'équipe à trouver des défauts avant qu'ils soient visibles. Ça, c'est intéressant à suivre aussi. Moi, quand j'arrive dans une équipe, je commence souvent par la phase que j'appelle le caméléon, qui est une phase d'observation et d'imitation. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est une phase qui dure une semaine ou deux. Ça a plutôt bien marché. J'observe ce que fait l'équipe en binômement. Donc, je travaille avec eux, je travaille comme eux, je suis vraiment comme un caméléon, je les imite. Je fais des trucs que j'aime faire et des trucs que j'aime pas faire. Donc, je fais comme fait l'équipe et je tais mes réflexes. Si dans mes réflexes, j'ai envie d'écrire un test, non, je ne vais pas écrire de test. L'équipe ne fait pas de test. Je code exactement comme elle, je fais exactement comme elle. Ça me permet d'être vraiment dans le bain. Et je récupère ce que j'appelle des symptômes et des dixits. C'est assez intéressant et je les note. Quelques symptômes rigolos, rigolos pas forcément, mais
qui sont intéressants, on va dire, c'est par exemple je vois des commits sur Git qui ont lieu le soir, voire la nuit. Ils sont datés de 21h, 22h ou minuit. Pour moi, c'est quelque chose qui est un symptôme d'un problème. Ou alors une moyenne de 5 livrables par itération. Moyenne de 5 livrables par itération, c'est-à-dire que pour mettre quelque chose en production ou en recette, il a fallu s'y prendre à 5 fois avant que ça marche, pour une même livraison. Okay, ça, c'est super intéressant aussi comme mesure. Ou alors, nombre de bugs dans le backlog en augmentation. Donc voilà, vous avez de plus en plus de bugs et l'équipe a du mal à les corriger. Ça, c'est intéressant aussi à voir. Alors, d'autres exemples de Dixit. Donc, ces exemples de FET et de Dixit, ils viennent pas de moi, en fait, ils viennent de mon collègue Damien Beaufils qui a fait un talk sur le tech leading à DevOps.fr. Donc, des Dixit intéressants, on en a tous souvent dans nos équipes. C'est le build est rouge, mais c'est normal, relance-le, ça devrait passer, hein, ou pas. Tester unitairement, c'est compliqué sur le projet. C'est un Dixit intéressant qui est assez révélateur. On reçoit tellement de mails de Jenkins qui nous engueulent que ça pète qu'on arrête de les lire. On a mis un filtre dans Outlook ou autre. Voilà. Hier, j'ai passé mon après-midi à essayer de corriger le build. Un Dixit aussi intéressant. Et donc, pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais cette phase d'observation ? Parce que ça va me permettre de trouver les plus grosses douleurs de l'équipe, là où l'équipe a vraiment le plus mal. Quand j'arrive dans une équipe, je ne sais pas vraiment là où l'équipe a le plus mal, en fait. Je peux faire que des hypothèses. Là, je le vois vraiment dans cette phase d'immersion, et ça me permet de faire des propositions qui sont adaptées au contexte de l'équipe. Et ça me permet aussi de connaître ce qui a déjà essayé, les blocages qui ont été rencontrés, de façon à faire des propositions pertinentes. Si ça tombe, je veux mettre du Git, mais l'équipe a peut-être déjà essayé, elle s'est peut-être plantée, je ne sais pas pourquoi. C'est des choses à savoir. Et donc, à la fin de cette phase, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a 1 million d'idées. Ouais, l'équipe, elle pourrait faire plein de trucs, elle pourrait faire du Git, elle pourrait faire du TDD, elle pourrait avoir un linter, voilà. On peut avoir 1 million d'idées, et l'idée, c'est par où commencer. Dans toutes ces idées qu'on va avoir. Moi, j'ai une technique qui a plutôt bien marché. Par quoi je commence ? Je commence d'abord par un problème concret qu'observe l'équipe. C'est ma base de départ. Je me nourris des problèmes concrets que toute l'équipe observe. Okay ? Et à chaque problème concret, j'ai une opportunité de proposer une petite amélioration, petit pas par petit pas. Pourquoi par petit pas ? Parce qu'au début, personne ne voudra payer d'un chantier de plusieurs jours ou de plusieurs mois pour ajouter plein de tests ou pour réécrire toute une partie du code. Donc je vais vraiment procéder étape par étape, c'est beaucoup plus facile, et étape par étape, petit à petit, on arrive à améliorer la qualité de l'équipe. Vous savez comment on fait pour manger un éléphant ? Bouchée par bouchée. Ok ? Bon. Et donc, en proposant des améliorations petit pas par petit pas, en se nourrissant de chaque petit problème à chaque fois, vous allez aussi, pour chaque amélioration, observer les résultats de cette amélioration, voir si ça a marché, si ça n'a pas marché, et recommencer, problème par problème. Concret, observé par l'équipe. Vous savez du coup que vos améliorations sont pertinentes. Ça implique qu'on doit avoir besoin de voir les problèmes pour que ça marche. On a besoin de voir tous les problèmes. Et pour ça, je me base sur ce qu'on appelle du management visuel. Le concept, c'est quoi, sur lequel je me base ? Là, vous voyez, vous avez une suite de chiffres et dedans, il manque le nombre 23. Vous n'avez aucune façon de le voir. Vous n'avez aucun moyen de le voir. Par contre, si vous décidez de représenter ces chiffres différemment, si vous jouez sur la représentation, vous allez voir tout de suite qu'il y a un trou et qu'il manque le numéro 23. Autrement dit, j'ai choisi une représentation pour que le problème, qui était invisible au départ, devienne visible. C'est le but que je donne au management visuel, c'est de rendre les problèmes visibles. De façon vraiment très visuelle, en choisissant le bon mode de représentation. Donc, par exemple, on sait que l'équipe a fait de plus en plus de bugs. Vous sortez un petit graphique de Jira et vous pouvez le voir. Okay ? Ça permet de voir où on en est. Ça permet de voir que là, l'équipe commence à être un petit peu hors de contrôle. Là, on commence à avoir rétabli la situation et là, on commence un petit peu à s'améliorer. Tout le monde le voit, on arrive à partager les résultats et en plus, c'est hyper motivant quand on a des résultats. Une deuxième technique, c'est ce qu'on appelle le bac rouge. Donc, le bac rouge, c'est issu de l'industrie, notamment le Lean. Le principe, c'est que quand vous avez dans ce monde-là un défaut, dans une production de pièces, vous avez une pièce qui est défectueuse, la pièce va être mise dans un bac rouge. Donc, tout le monde peut mettre la pièce défectueuse dans le bac rouge. Dès qu'on voit le défaut, on la met dans un bac rouge. Et au plus le bac rouge se remplit, au plus le problème est visible. Le bac rouge, on ne va pas en faire un réel dans du logiciel, mais par contre, on a des façons plus adaptées au logiciel de faire un bac rouge. Alors, qui fait de l'agile ici ? Ok, super, une bonne partie. Qui a un board un petit peu comme ça sur son plateau projet ? D'accord. Comment ? On va dire physique, ou pas, mais ça m'intéresse. D'accord, très bien. Alors,
Pour ceux qui ont un board physique, il y a un truc qui est super. Là, je vous montre un petit exemple de board d'une équipe. À chaque fois que l'équipe rencontre un défaut, un problème dans une des étapes de ces tâches, donc un POSIT, c'est une tâche passe par différentes étapes dans la production, elle est en cours de codage, elle est à revoir, elle est à tester, elle est en train d'être resetée, etc. Et donc vous avez dû remarquer que là, ici et ici, on a des points d'exclamation, des panneaux warning qui sont mis en œuvre. Ça, c'est une façon de faire du back rouge. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand vous allez avoir un problème, vous allez le visualiser, le rendre visible, et là, on sait tout de suite où ça coince. On a un problème à cette étape-là, c'est là qu'il faut qu'on agisse. On a dévoilé un souci, on sait où il se trouve. Une autre opportunité de voir les problèmes concrets observés par l'équipe, et pas des problèmes que vous imaginez, et aussi de proposer des solutions, des petites améliorations, c'est la rétrospective. Alors pour ceux qui font de l'agile, qui font des rétrospectives à minimum toutes les 2 semaines, parmi vous. Super. Mon avis, c'est que si on devait faire sauter, alors je ne sais pas ce que je vous conseille de faire, mais si on devait faire sauter tous les rituels d'un projet agile, on devrait garder seulement la rétrospective. En tout cas, sur l'axe de la qualité, la rétrospective, c'est vraiment un moment super important parce que c'est là où on va se parler dans l'équipe des problèmes. On va dire tous ensemble en équipe, toutes les 2 semaines, ce qui s'est bien passé, qu'on va coller ici sous forme de post-it dans la catégorie équipe. C'est qu'est-ce qui marche bien dans notre équipe. On en parle tous ensemble. Là, le drop, c'est qu'est-ce qui ne marche pas bien dans notre équipe, quels sont les problèmes qu'on a rencontrés dans les 2 dernières semaines, les fameux problèmes dont je vais me nourrir. Et là, c'est le start. Le start, c'est quelles sont les idées d'amélioration, qu'est-ce qu'on va pouvoir actionner, qu'est-ce qu'on va faire concrètement dans les 2 prochaines semaines, qui vont être mes petites améliorations que je vais pouvoir proposer, rétrospective par rétrospective. Donc la rétrospective, c'est vraiment super important. Ça a été un moyen pour moi clé pour améliorer la qualité de ce que faisait l'équipe en faisant changer ses façons de travailler. En proposant des choses actionnables, concrètes, petites, et qui correspondent à leurs vrais problèmes. Alors, imaginez, vous avez une application qui a planté, votre application, votre équipe, elle a planté, donc votre client, il n'est vraiment pas content, et vous faites trucider par un email vengeur en copie à tous les chefs. Voilà. Pourquoi l'application a planté? Bon, ben, vous allez regarder, on va fixer le problème, d'accord? Donc elle a planté, pourquoi? Parce que les utilisateurs n'ont plus accès à l'application. Très bien. Pourquoi les utilisateurs n'ont plus accès à l'application? Parce que les requêtes plantent en null pointer exception. Ok, bon. Pourquoi est-ce qu'elles plantent en null pointer exception? Parce qu'il y a une propriété dans l'application qui s'appelle nodeparams.country, parce que chaque nœud est personnalisé par pays, et on a oublié de mettre cette propriété-là sur un nœud. Elle vaut nul. Bon, ben, très bien. On a trouvé le problème, on va le fixer, d'accord? On va mettre le pays sur nodeparams.country, on est content, et on livre. Ok? Très bien. Évidemment, un mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le client nous rappelle, il est furax, le site a encore planté. Ce qu'on aurait dû faire, c'est quelque chose de différent. Effectivement, il a planté pour la même raison, donc ça, true story aussi. La propriété de nodeparams.country était de nouveau nulle. Donc je vais continuer la chaîne de pourquoi ici, mais par contre, je ne vais pas m'arrêter au bug, au problème de base. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la chaîne des pourquoi. Je ne vais pas me contenter de fixer, je vais continuer mon analyse. Donc je vais me dire, pourquoi nodeparams.country est nul? Parce que cette propriété-là, elle n'a pas été précisée pendant le déploiement sur le nœud. Ok. Pourquoi elle n'a pas été précisée? Parce qu'on l'a oublié. D'accord. Et là, on tire quelque chose d'intéressant. On l'a oublié. Donc on a l'opportunité de pas seulement régler le problème, de pas seulement fixer le bug, mais aussi de déployer une contre-mesure. Une contre-mesure, c'est un moyen qui va permettre d'éviter que le problème revienne, d'éviter que le problème se reproduise une 2e fois. Et la contre-mesure qu'on a trouvée, c'est d'ajouter dans une checklist de déploiement. C'est-à-dire que quand on déploie l'application, on a une liste de choses à ne pas oublier, on a mis ça dedans. Alors idéalement, on devrait l'automatiser. On a fait une petite action. Là. La petite action, c'était de compléter cette checklist. Le problème n'est plus revenu. Un autre exemple sur un bug, cette fois-ci. J'ai eu un bug assez récemment où les clients ne recevaient plus leur devis par mail. Donc j'ai fait la même analyse. Pourquoi ils l'ont plus reçu par mail? Parce que le worker a un démon qui tourne, là, qui est en attente d'envoi de mail. Il n'envoyait plus les mails. Pourquoi il ne les envoyait plus? Parce que le code du parseur plantait. Il y avait un problème de parsing de chaîne en date. Pourquoi? Donc je continue mon analyse de pourquoi, la chaîne de pourquoi. Parce que la méthode send, qui avait un argument string body et string sendDate, qui a été appelé en inversant les arguments. Donc on a mis la date dans body et on a mis le body dans sendDate. Et donc voilà, évidemment, quand on a voulu parser la date d'envoi, ça a planté parce qu'on a parsé le body et la place. Ok. Donc là, je ne vais pas me contenter de fixer le bug en réinversant l'ordre des arguments. Je ne vais pas me contenter de ça. Je vais le faire, mais je vais aussi continuer la suite de pourquoi.
Pourquoi ça s'est passé? Parce que le développeur n'a pas eu de feedback sur cette erreur-là, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui l'a empêché de faire ça. On peut aussi déployer des contre-mesures qui sont ce que j'appelle des détrompeurs. Un détrompeur, c'est quoi? C'est un moyen qui va me permettre d'éviter l'erreur ou de rendre l'erreur difficile, de rendre plus difficile de se tromper que d'avoir bon. Donc ici, un exemple de détrompeur qu'on pourrait avoir, c'est qu'on aurait tout à fait pu typer l'argument sendDate et que l'argument sendDate soit typé en date. À ce moment-là, le problème ne se serait pas produit, on aurait une erreur de compilation. C'est un détrompeur. Et après, on peut aussi tirer de ce problème-là d'autres conclusions et d'autres idées. Si on avait fait des revues de code, ça ne se serait pas produit, vraisemblablement. Un autre de mes collègues aurait vu le problème, aurait vu que j'aurais inversé les arguments. Si j'avais fait des tests automatisés, ça ne se serait sans doute pas produit non plus. J'aurais un test qui échouerait, etc., etc. Si on avait des standards de code partagés sur le typage des arguments, si on avait décidé ensemble de ne pas accepter que des arguments de type simple comme ça, avec que des strings soient OK, on n'aurait sans doute pas eu de problème. Donc c'est des occasions, à chaque fois, à chaque problème, vous avez des occasions de proposer des améliorations, petites ou grandes ici. Alors, dans les améliorations, on a aussi des façons différentes de coder dans les améliorations, ce que j'appelle des pratiques de développement. Pratiques de développement, ça peut être quoi? Ça peut être des revues de code, ça peut être du TDD, des tests, de l'intégration continue, des choses comme ça, des façons différentes de développer. Et moi, ce que j'aime bien, c'est introduire... Comment j'introduis chaque pratique, de nouvelles pratiques de ce type-là que je viens de dire? J'introduis toujours en lien avec les problèmes observés. Le bon moment d'introduire une pratique, c'est le moment où vous avez un problème qui aurait pu être prévenu par cette pratique-là, par exemple par une revue de code ou autre. Je suis exemplaire, c'est-à-dire que j'essaye vraiment d'appliquer la pratique, je ne sais pas, je le fais, j'applique la pratique à moi-même d'abord. Par exemple, pour une revue de code, je ne vais pas demander aux gens « j'aimerais bien revoir ton code ». Non, je vais faire revoir mon code à d'autres personnes. Je vais commencer par ça. Ce qui est super intéressant, c'est d'identifier des alliés et des force followers. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous introduisez quelque chose de nouveau, il y a des gens qui seront plutôt OK avec ça, qui seront plutôt réceptifs, et d'autres qui le seront moins. L'idée, c'est que vous arriviez un peu à identifier les personnes qui sont les plus indignées par la non-qualité ou qui sont les plus ouvertes au changement. Vous allez en faire vos alliés. Et vous allez pouvoir en faire des complices en les utilisant dans un phénomène qui s'appelle le force follower. Force follower, c'est quoi? C'est un truc qui est vraiment très con mais qui marche très très bien. Vous êtes tout seul au début à travailler d'une certaine façon. Vous êtes tout seul à faire des tests, par exemple. Et dès qu'il y a une deuxième personne qui commence à faire comme vous, pour l'instant vous êtes tout seul, personne vous suit. Dès que vous avez une deuxième personne qui fait comme vous, et ben, dès que vous avez cette personne-là, le reste de l'équipe va suivre beaucoup plus facilement. Donc, ce qui est assez sympa, c'est d'arriver à trouver des complices qui vont jouer le rôle de force follower et que vous allez réussir à embarquer. Et quand vous les embarquez, ça va vachement mieux. Donc, trouver vos force followers, c'est super intéressant. Ce qui est très important aussi, c'est de communiquer sur ce que vous faites quand vous faites quelque chose de nouveau. Et communiquer sur ses résultats, il ne faut vraiment pas l'oublier. Exemple, on a fait une revue de code et on a trouvé 3 bugs. Ben, c'est bien, dites-le quoi. Faites passer le message. Okay, dites-le en stand-up, dites-le en rétrospective, dites-le à la machine à café, dites-le quoi. Ou alors, j'ai codé avec un de mes collègues en TDD et j'ai apprécié, j'ai trouvé que j'étais plus productif, j'ai trouvé que j'étais plus focus. C'est pas forcément des chiffres. Utilisez bien ça aussi, communiquez là-dessus. Évidemment, la rétrospective, ça va être votre élément clé pour parler de ce genre de choses-là, mais pas le seul. Alors, il y a plein de pratiques collaboratives, il y a plein de pratiques de code qui existent. Moi, j'aime bien commencer par ce que j'appelle les pratiques collaboratives. Je commence souvent en premier. C'est quoi des pratiques collaboratives? La revue de code, mais la revue de code ensemble, pas forcément la revue de code où je shoot une pull request et quelqu'un regarde 2 semaines après. Donc, des revues de code dans lesquelles il y a de la communication. Pratique de code collaborative, du pair programming aussi, donc vous êtes à 2 sur la même user story, sur la même tâche, et vous codez à 2, collaboratif. Ou alors des live coding et des dojos, vous montrez comment vous faites. Vous prenez une salle de réunion, un projecteur et vous montrez un truc. Pourquoi je démarre par celle-là? Pourquoi j'ai trouvé le plus importante? Parce que c'est les pratiques qui en général trouvent le plus de bugs. Et en plus, c'est prouvé, il y a des études qui le montrent. Et d'expérience, c'est vraiment ça. Donc c'est les pratiques les plus efficaces, ça ne nécessite pas beaucoup de prérequis techniques, pas beaucoup d'apprentissage pour être fait. Donc c'est relativement facile à mettre en œuvre. Mais il y aura quand même des freins que je vous montrerai tout à l'heure. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme c'est des pratiques collaboratives, c'est que ça vous permet de montrer ce que vous faites. Si vous voulez introduire par exemple des tests automatisés, mais que vous n'avez pas de revue de code dans laquelle on va regarder ces tests-là, ça va être un petit peu plus compliqué. S'il n'y a pas de collaboration et de communication dans l'équipe autour du code. C'est pour ça que je commence souvent par ces pratiques-là.
Alors, si on prend l'exemple de la revue de code, là, c'est un exemple de revue de code collective, donc c'est une salle chez un de mes clients où on a 6 développeurs et le développeur ici qui a le projecteur fait revoir son code par les 5 autres. Cette boîte-là, elle fait revoir tout son code comme ça. C'est-à-dire que chaque ligne de code qui part en production, elle a été revue en équipe. Ok ? Alors, je vais aller très vite sur la revue de code, en tout cas sur ses bénéfices. Je pourrais vous dire que tout ce qui permet de trouver le maximum de défauts au plus tôt, c'est rentable. Je pourrais aussi vous dire qu'il y a des retours sur investissement qui sont monstrueux et qu'il y a des études à grande échelle qui ont été faites. Je vous laisserai regarder dans mes slides, j'ai quelques références. Je préfère vous raconter un peu une petite histoire qui a carrément vacciné une équipe que j'accompagnais. Cette équipe-là, elle était en revue de code, collective, comme on a fait là, et il y a un développeur qu'on n'entendait pas beaucoup pendant la revue de code qui dit, là, regardez, elle a une 42, si on met tel paramètre, si l'utilisateur a saisi tel truc, le tunnel de commande va planter. Ok, sur un site de e-commerce. Tunnel de commande qui plante sur un site de e-commerce. Très bien. Super. C'est une revue de code assez sympa. On a trouvé un défaut. On a noté qu'on a trouvé un défaut. Très très bien. Et puis après, on était 5 et on a, un petit peu après la revue de code, on a estimé combien aurait coûté ce défaut si on l'avait mis en production. Et en fait, on aurait perdu une certaine proportion de chiffre d'affaires sur le produit qui était concerné par ce bug. Et en fait, ça aurait coûté environ 1 million d'euros à la boîte en perte de chiffre d'affaires. C'était une des revues de code les plus rentables que j'ai jamais connues. Vous comparez 1 million d'euros avec le salaire chargé de 5 développeurs pendant 1 heure, et vous avez une idée du ROI monstrueux. Alors, toutes les revues de code ne se passent pas comme ça, bien évidemment, mais je peux vous garantir que cette équipe-là, elle était vaccinée, elle a continué à faire des revues de code. Donc j'aime bien raconter cette histoire-là, qui est une true story, pour ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'arrivait pas à améliorer ce qu'on ne mesurait pas, en tout cas que c'est plus difficile. Donc moi, sur la revue de code, je fais des mesures aussi. Je mesure les résultats. Je veux vérifier que mes revues de code soient efficaces, en fait. Comment je le sais qu'elles sont efficaces? Et comment je vais communiquer ensuite sur la raison pour laquelle je fais de la revue de code? Comment je vais convaincre? Pour ça, j'ai besoin de mesurer le nombre de défauts que je vais trouver en revue de code. Donc c'est ce que je fais, je le mesure, je le trace. Telle revue de code, on a trouvé 5 défauts, et dont un super sévère, génial. Je mesure et je communique. C'est super important. Et j'aime bien aussi mesurer le nombre de lignes revues, qui me permet de voir un petit peu jusqu'où je peux couvrir ma revue de code, dans quelle mesure elle est efficace. J'aime bien coupler ces deux mesures-là, ça me permet d'évaluer parce que j'en suis dans l'efficacité de ma pratique de revue de code. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de pratiques collaboratives, j'en ai sélectionné 3 principales. La revue collective, comme on l'a vu tout à l'heure, où toute l'équipe de dev s'arrête de coder et revoit du code, et leur objectif c'est de trouver un maximum de défauts. La revue de code par un pair. Alors, c'est pas je shoot une pull request et que quelqu'un va la lire un jour. Hein. C'est-à-dire que vous êtes à deux, un petit peu comme une pair programming. L'un explique son code et l'autre le regarde et vous trouvez un maximum de défauts dedans. Là, ce que j'appelle moi la revue par un pair. C'est une pratique collaborative, on communique pendant qu'on fait ça. Donc la revue par un pair et le pair programming, où là on code carrément ensemble. La revue collective, c'est ce qui trouve le plus de défauts et ça a pas mal de vertus aussi en termes de communication, en termes de partage de standards, mais c'est pas forcément facile à mettre en œuvre pour pas mal de raisons. La raison qui est la plus évidente, qui vient en premier, c'est que ça peut être un peu difficile de convaincre une équipe de dev et leur manager de s'arrêter de coder pendant 1 à 2 heures par semaine pour revoir du code. Ça a un vrai coût. Ça peut être pour le coup, ça peut être 5% du budget d'un projet dans ce cas-là. Donc c'est pas évident à convaincre, à mettre en place pour au moins cette raison-là, mais pas que. On va voir ça tout à l'heure. La revue par un pair, c'est un petit peu plus simple. Le coût est un petit peu plus lisse, un petit peu plus sympa. Je démarre souvent par ça. Et après, j'essaye autre chose. Et le pair programming, c'est très bien pour montrer les pratiques. Par exemple, quand vous voulez montrer comment on écrit des tests automatisés, ce qui est important, c'est pas forcément de montrer seulement le résultat des tests déjà écrits, mais c'est aussi de montrer comment j'ai écrit ces tests-là. Ou si vous faites du refactoring de code, comment je refactore le code. Pour ça, le pair programming ou le live coding, c'est important aussi. Donc à vous de voir par quoi vous démarrez, de quoi l'équipe a le plus besoin. En général, je démarre par des revues par un pair dans lesquelles on communique, on est côte à côte. Alors, le mob programming, je vais aller très vite. Je ne vais pas vous expliquer les bénéfices. Je vais expliquer comment je l'introduis, le pair programming, puis le mob programming. Je vais vous dire après ce que c'est que le mob programming. En gros, le pair programming, vous êtes à 2 pour coder la même fonctionnalité. Le mob programming, c'est toute l'équipe qui, à un instant T, code la même fonctionnalité. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me voir après la conférence. C'est une super pratique. D'abord, ce que je fais pour introduire du pair programming, c'est que je commence par des demandes d'aide. On passe un peu pour un martien quand on dit « Allez, on va faire du pair programming ». Par contre, quand on demande un coup de main à un collègue en mode « Tiens,
comment tu écris ce contrôleur-là sur Angular, là, est-ce qu'on pourrait démarrer un petit peu le codage ensemble? Ouais, seulement un quart d'heure, une demi-heure, juste pour démarrer. Ça passe un petit peu mieux. Et peu à peu, à force de faire ça, à force de répéter ça, ça finit par devenir une habitude. Et vous vous souvenez aussi du phénomène de force follower. Quand vous êtes deux à faire ça, quand vous avez un complice, vous communiquez dessus, ça se voit sur le plateau, et vous êtes de plus en plus, vous avez de plus en plus de monde qui a envie d'en faire, progressivement. Donc soyez exemplaire, peu à peu ça finit par devenir une habitude, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé sur pas mal d'équipes que j'ai accompagnées, et à la fin parfois on arrive à carrément faire du mob programming une fois qu'on est bien ancré dans la pratique du pair programming. Alors souvent on a des objections sur la revue de code et le pair programming. Les objections classiques, la première que je vois c'est oui mais pendant qu'on revoit le code, on ne code pas, et quand on ne code pas, le projet n'avance pas, on perd du temps. Du coup la revue de code c'est une perte de temps, ça coûte cher, entendu ça coûte trop cher. Ouais, c'est vrai, ça coûte cher, mais en même temps, j'ai un petit peu de mal à accepter qu'on me dise que ça coûte cher si derrière on ne sait pas combien coûtent les défauts. Okay, c'est pour ça que c'est super important de mesurer les défauts que vous allez trouver. Et j'accepte pas qu'on me dise qu'on ne sache pas combien de défauts peut corriger une revue de code. C'est super important. L'autre objection, c'est coder à deux, c'est aller 2 fois moins vite. Alors, une objection typique de personnes qui pensent que nous fonctionnons comme des lignes dans un tableau Excel. Moi, j'ai vu aucune mesure qui montrait ça. Donc, je retourne un peu la question. Moi, ce que je vois, c'est que quand on code à deux, on a une bien meilleure qualité de code parce que quand on est à deux et que quelqu'un est en train d'écrire un bug, son collègue le voit en général tout de suite. Donc, c'est vachement moins cher à corriger. C'est un défaut qui a été prévenu instantanément et c'est une source de gain d'argent, pour le coup, extrêmement importante, comme la revue de code. Une autre objection qu'on a aussi, c'est que critiquer mon code, c'est peut-être me critiquer moi, en fait. C'est pas forcément évident de se mettre un peu en danger, de montrer son code et que les gens critiquent son code. On peut parfois le prendre un peu personnellement. C'est pour ça que pour que la revue de code marche bien, qu'elle soit acceptée et que l'équipe ait envie de faire des revues de code, j'utilise mon motto, mon credo, qui est ce que j'appelle dur avec le code et doux avec les gens. C'est quoi dur avec le code et doux avec les gens? Alors ça, c'est un poster qu'a imprimé un de mes clients, le client que je vous ai montré tout à l'heure, là, où ils revoient leur code ensemble dans une salle de réunion. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va pas, quand on va voir une erreur, on ne va pas dire à l'auteur du code, tu as fait une erreur. Parce que quand on lit ce feedback-là, il est adressé à l'auteur, il n'est pas adressé au code. On ne va pas dire ça, on va dire par exemple, il y a un bug quand on met une chaîne vide. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, c'est quelque chose qui cible le code et qui ne cible pas la personne qui a écrit le code, qui ne touche pas son ego. Ou alors, le cas le plus extrême, ton code c'est de la merde. Ouais, bon, ça fait mal d'entendre ça, c'est pas très actionnable. Si j'entends ces 2 phrases-là dans une revue de code, j'aurais plus envie de remontrer mon code, quoi. Okay, donc, faire très attention. On peut tout à fait dire à la place, je vois une méthode de plus de 30 lignes, c'est pas notre standard, c'est quelque chose de très objectif, de très concret, de pas chargé émotionnellement et qui cible vraiment le code. C'est ce que j'appelle être dur avec le code et doux avec la personne. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vos revues de code, plus personne n'aura envie d'en faire et vous allez les arrêter. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce que je fais dans une revue de code? Je donne un exemple. Donc je commence d'abord par faire revoir mon code. Je me mets d'abord moi-même en situation de vulnérabilité. Okay, et je travaille mon feedback que je peux donner sur le code. Ce n'est pas forcément évident au premier abord d'être dur avec le code, doux avec les gens. C'est quelque chose qui s'apprend et qui se travaille, ça nécessite de l'entraînement. Il faut vraiment être soi-même exemplaire quand on va trouver la pratique avant de s'attendre à ce qu'elle soit vraiment adoptée par l'équipe et qu'elle reste. La revue collective, c'est vraiment super puissant, on trouve énormément de défauts, mais clairement pour ces aspects-là, c'est un peu intimidant. Au début, on est un peu face à un jury. Donc on a peut-être besoin d'un petit peu d'entraînement dans la qualité de notre feedback, dans le côté dur avec le code et doux avec les gens, avant de commencer à faire des revues de code collectives. Du coup, moi je commence souvent par du pair programming ou par des revues de code pair à pair, plutôt que par des revues de code collectives pour cette raison-là. Test unitaire. Moi je fais du test driven développement tous les jours. Qui fait du test driven développement tous les jours? Ok. Alors, le test driven développement, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est malheureusement, ce n'est pas le sujet de ce talk, j'ai vraiment expliqué le timing. Il y a des gens qui l'ont expliqué bien mieux que moi. Par contre, je vais vous dire comment j'ai introduit cette pratique-là. TDD, test driven développement, c'est un geste. Le principe, c'est d'écrire d'abord le test, puis le minimum de code pour faire passer le test de rouge à vert, puis on refactor et on continue. D'autres confs l'expliquent bien mieux que moi. Ce qui est important pour le test driven développement, c'est de ne pas montrer le test déjà écrit, mais c'est de montrer vraiment le geste.
Et pour ça, vous avez besoin d'un minimum de pratiques collaboratives. C'est pour ça que le TDD, je ne l'introduis pas tout de suite. Je commence d'abord par des pratiques collaboratives. Le code existant, qui est difficile à tester, souvent par définition, parce qu'il n'y a pas de test, il n'y a personne qui va payer pour un chantier où on va écrire des tests pour des milliers de lignes de code. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'utilise chaque bug fix comme une opportunité d'écrire un petit test qui va mettre en évidence ce bug. Et je vois comme un détrompeur. Vous vous souvenez de la contre-mesure et du détrompeur? C'est comme ça que j'introduis peu à peu des pratiques de test dans une équipe et ça a plutôt bien marché. Par contre, quand c'est du code neuf, moi j'écris toujours en TDD. Je considère, c'est mon point de vue, c'est mes standards, qu'un chirurgien se lave les mains avant une opération. Moi j'écris du code en TDD. Pas de réaction, étonnant. Ok. Bien. Alors, il y a des objections assez classiques quand on veut proposer des tests automatisés à une équipe. Écrire des tests, ça prend trop de temps. Ouais, c'est vrai, mais c'est un peu comme la revue de code, c'est-à-dire combien de temps coûtent les bugs et surtout combien de temps coûtent les régressions et le retest manuel. Vous êtes nombreux à faire de l'agile, vous devez livrer toutes les 2 semaines quelque chose qui marche. Vous ne pouvez pas vous permettre de resetter l'intégralité de l'application à chaque fois. Vous avez besoin de tests automatisés. C'est là où c'est une source de gain de temps et pas de perte de temps. Ça prend trop de temps d'ajouter des tests sur tout le code qu'on a déjà. Oui, c'est vrai, ça prend trop de temps. D'ailleurs, ça tombe bien, c'est pas ce qu'on va faire. On ne va pas ajouter des tests sans raison sur tout le code qu'on a déjà. Personne ne va payer ça et c'est normal, c'est pas rentable. Parce que, ok, c'est bien, le code que vous avez déjà existant, il est en production, il marche, en tout cas normalement, il marche, il a fait ses preuves, il est en production. Si vous n'avez pas de raison de le changer, vous n'avez pas de raison d'écrire des tests. Et c'est les changements, les évolutions que vous allez faire au fur et à mesure de ce code-là qui vont tirer le besoin d'écrire des tests. Vous allez écrire vos tests, du coup, au fur et à mesure, évolution par évolution, bug par bug. Autre objection classique, c'est « mon code n'est pas testable ». En fait, ce n'est pas tout à fait vrai, il est souvent difficile à tester, où il faut parfois le modifier un tout petit peu avant de pouvoir vraiment écrire des tests dessus. Par exemple, faire sauter une dépendance à une base de données, ou un statique, ou un truc comme ça. Alors, il y a des techniques qui existent, c'est pas impossible, notamment un excellent bouquin qui s'appelle Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers, qui contient plein de trucs et astuces pour faire évoluer du code qui est censé ne pas être testable et le rendre testable en un minimum d'investissement en utilisant certaines pratiques assez précises. Il y a aussi des katas, c'est-à-dire des exercices de code qui sont dédiés à retravailler du code existant. Le mot-clé qu'on utilise, c'est du legacy code, c'est-à-dire du code existant qui n'a pas de test. Regardez sur Internet, il y a plein d'exercices intéressants qui vont vous montrer comment faire. Une astuce aussi, c'est d'essayer en timebox, c'est-à-dire qu'on va se dire, ok, j'ai une montagne de code, j'ai une classe de 10 000 lignes qui a des méthodes de 1000 lignes, je dois faire une évolution dedans, écrire un test, ça va vraiment être trop compliqué, je vais vite me décourager. Ce que vous pouvez faire, c'est de proposer à cette personne-là qui exprime cette crainte-là, d'essayer en timebox, donc de se dire, et si on se prenait seulement une demi-heure, vraiment un temps maîtrisé, pour essayer et voir où est-ce que ça nous mène. Parfois, on n'y arrive pas, dans ce cas-là, ce n'est pas très grave, on n'a pas perdu trop de temps. Et parfois, on arrive à aller beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait. On arrive à gérer ce préjugé que c'est forcément vachement dur de faire des tests sur du gros code. Ce n'est pas forcément vrai. Ça dépend. Il faut essayer. La qualité de code, c'est un combat de tous les jours. Essayer de faire bouger une équipe dans le bon sens. Et donc, il faut arriver à penser à sa propre motivation et à la motivation de l'équipe. Pour gérer ma motivation, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait ce que j'appelle savourer les petites victoires. Alors, c'est quoi des petites victoires? C'est par exemple, voilà, quelqu'un, c'est pas vous qui avez l'idée, quelqu'un vous a demandé de revoir son code. C'est la première fois que ça arrive, génial, petite victoire. Ça ne peut pas apparaître beaucoup, mais c'est déjà ça. Intégrez-la bien et profitez-en bien. Ou alors, vous avez un frémissement dans les mesures que vous avez faites. On produit un petit peu moins de bugs que ce qu'on arrive à corriger. Certes, il y a encore 10 000 bugs à corriger, littéralement, mais il y a un fléchissement dans la courbe qui va dans le bon sens. C'est déjà une petite victoire. Intégrez-la bien. Et n'oubliez pas que vous avez aussi des alliés que vous avez identifiés tout à l'heure. Quand vous avez un coup de mou, quand vous avez une perte de motivation, reposez-vous sur vos alliés qui vont vous aider à continuer à faire passer vos messages, à continuer à faire bouger l'équipe. Un conseil aussi, c'est d'être bien à l'écoute de l'équipe. Donc ne pas aller trop vite dans les pratiques ou dans les idées que vous introduisez. Vérifiez déjà quand vous introduisez une pratique qu'elle est bien intégrée, qu'elle est bien impliquée. Ce n'est pas forcément évident. Donc n'allez pas trop vite. Constatez à chaque fois l'impact
qu'a cette pratique-là, un impact chiffré ou un impact sous forme de Dixit. J'ai apprécié d'eux, c'est déjà pas mal. J'ai apprécié de faire du TDD, j'ai apprécié qu'on ait vu des défauts. Et ce qui est intéressant, c'est que les résistances, quand vous avez une résistance, donc quelqu'un qui dit moi je ne veux pas revoir mon code, moi je ne fais pas de test, en fait, c'est une information qui est vraiment utile. C'est une information vraiment à utiliser parce que peut-être que ça vous dit que vous allez trop vite, ou peut-être que ça vous dit que vous n'avez pas forcément eu la bonne idée et que ce que vous avez poussé n'est pas forcément adapté aux besoins de l'équipe. Donc la résistance, ce n'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, il faut dire celui-là il résiste, il est résistant au changement. Non, c'est une information utile. C'est un feedback important. Et vous n'avez pas le monopole des bonnes idées, donc dès que quelqu'un a une idée d'amélioration, même si vous êtes moyennement d'accord avec cette idée, c'est super important de bien s'accrocher et de bien valoriser ça, de bien encourager le fait que vous ne pouvez pas être le seul à avoir les bonnes idées. Donc, si on s'en tient à l'essentiel de cette conférence, il y avait vraiment des idées clés à retenir le plus, c'est attention à votre posture. N'ayez pas de posture d'arrogance ou de condescendance. Votre posture, c'est d'être au service des objectifs de l'équipe, une posture d'humilité, sinon vous allez vous cramer. Pensez à faire des améliorations petit à petit, pas à pas, et surtout partez bien des problèmes observés par l'équipe, et pas des problèmes que vous imaginez, et faites des petites améliorations, pas de trop grosses améliorations en même temps. Respectez bien le bon rythme. Ne vous contentez pas de fixer un bug, c'est pas suffisant, vous vous souvenez, la chaîne de pourquoi. Identifiez à chaque bug des contre-mesures, des opportunités d'amélioration à chaque fois. Et revue de code et pair programming for the win, je commence souvent par ça parce que ça a plein de bénéfices et ça permet de dérouler plein d'autres trucs. Tout ça, ça ne se substitue pas à des formations et un accompagnement, bien sûr. Si le manager ne vous suit pas, invitez-moi en BBH, je peux parler à votre manager si vous voulez. Okay. Et je vous disais qu'à l'issue de cette conférence, que l'idée c'est que vous puissiez avoir aussi des choses à essayer après cette conférence-là sur vos plateaux projets. Donc j'aimerais bien que vous puissiez me tenir au courant des essais que vous avez faits, des échecs et des succès que vous avez rencontrés à l'issue de ça. Donc pour ça, n'hésitez pas à me contacter sur mon Twitter là, qui est là, JAK78. Merci.